Bonsoir à tous et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce soir sur ce live stream. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette édition du TikTok Showtime. Je suis accompagné ce soir de Natacha, qui est vice-présidente marketing du groupe Artefact pour la France et qui va nous parler un petit peu plus en détail du coup de sa relation avec TikTok et notamment sur ces dernières années. Nous sommes en direct de Paris, de la porte de Versailles, et pendant cette prochaine heure, je vais essayer de vous faire découvrir avec le reste de cette équipe les trois grands piliers qui s'articulent autour de notre vision 2021, les enjeux 2022, la créativité et le contenu, et enfin, ce nouveau mot, le community commerce, vu par TikTok. Toutefois, avant de commencer, j'aimerais poser une première question, s'il te plaît Natacha. Notamment, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ta collaboration avec TikTok et peut-être une rétrospective de ce qui s'est passé ensemble. Merci. J'ai un micro. Merci beaucoup. On travaille ensemble depuis 1 an et demi. On a lancé la première campagne ensemble sur un client retail en juin 2020. Et dès le début, on a vu des très bonnes performances sur nos campagnes. Et ce qu'on a aimé aussi chez TikTok, c'est le fait que ça ressemble aussi à notre ADN de chez Artefact, de tester des nouvelles choses. On a été bêta-testeur sur le format carousel, par exemple, ensemble, et de pouvoir toujours pousser des nouveaux cas clients. Aujourd'hui, on accompagne principalement sur le secteur de l'entertainment, du retail, du travel et du luxe. Et on est ravis aussi d'avoir les équipes Deezer aujourd'hui qui vont nous présenter l'un des cas qu'on a réalisé ensemble cette année. Super, merci infiniment. Et nous aussi, ravis du coup d'accueillir vos clients avec nous ce soir. Première table ronde avec Natacha pour discuter de 2021 et également essayer de comprendre les principaux enjeux 2022. Première question, Natacha. On sort de 2 années, voire de 18 mois assez challengeants. Comment, chez Artefact, vous y êtes-vous adapté ? Alors en effet, ça a été une période assez longue. On ne pensait peut-être pas tous que ça allait durer aussi longtemps, pour être honnête. Déjà, ça a été un sujet d'équipe et d'agilité des équipes et de trouver des solutions rapides. Si on regarde de vision très macro sur la partie marketing, on a basculé forcément de manière très forte sur la partie performance, naturellement aussi par rapport aux enjeux et la communication. On a vu aussi un mouvement de digitalisation naturelle chez nos annonceurs aussi, sur la partie retail également. On voit enfin des signaux très positifs sur la reprise sur tous les secteurs, mais aussi sur la partie travel notamment. Et on a enfin aussi plus de vision sur la partie branding, ce sur quoi on travaille ensemble déjà depuis 1 an et demi principalement. Donc c'était une adaptation rapide, agile. Je ne dirais pas qu'on est dans un monde complètement nouveau d'avant, mais les choses évoluent et laissent de la place notamment sur la partie créative et médias et une grande part sur le digital. Je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble. Ouais, c'est un très bon point en effet, parce que vous avez, vous, une stratégie de reverse funnel, adresser également les problématiques haut de funnel, alors que vous êtes très bien identifié sur le middle et bas de funnel. Nous avons commencé en effet avec un format iconique, le hashtag challenge. Aujourd'hui, l'idée étant de démontrer notre efficacité sur du mid et bas de funnel. Ma question est de comprendre, d'avoir ta vision sur le phénomène, le succès TikTok, et comment tu pourrais l'expliquer ou le conseiller à tes clients qui sont en ligne et qui n'ont pas encore eu la chance de nous tester. Alors, je pense que l'un des succès, déjà, c'est tout ce qui va être l'approche engagement aussi. On l'a vu par des résultats et on va le voir aussi avec le case, justement, Deezer. C'est l'engagement et ce qu'on a pu en sortir derrière. Je pense que si on parle de réseaux sociaux, on peut forcément parler de viralité. Là, ici, on a vu un vrai impact notamment et sur tous les tests qu'on a pu mener avec nos annonceurs aussi. Donc déjà, la phase d'inclusion aussi dans ce moment-là, dans un moment particulier sur les réseaux sociaux, d'engagement, de pouvoir travailler les différentes étapes aussi qu'on listait entre du branding, peut-être aller un peu plus loin aussi sur de la performance. Le succès qu'on voit aussi, c'est la place aussi de la créativité, forcément, qui remet de la place forte de la créativité. L'émergence des formats vidéo, je pense que c'est vraiment aussi un sujet qu'on voit cross-platform aussi, et pas uniquement chez TikTok, mais que vous êtes vraiment orienté sur la vidéo. Donc clairement, on voit qu'il y a un vrai essor sur cette partie vidéo. Et j'en parlais sur la créativité, c'est aussi pour nous un challenge et qu'on sait relever aussi chez Artefact parce qu'on va travailler sur des sujets de planning, même organique, social, pour réussir à faire ces campagnes TikTok. Donc c'est des challenges qui sont multiples. Le succès pour nous, c'est vraiment l'engagement, ces nouvelles plateformes, le fait que bien sûr, naturellement, on va avoir une couverture internationale large et de pouvoir accompagner nos annonceurs sur ces différents pays. Merci. Basculons désormais en 2022. On va faire un peu de prospective. D'un point de vue macro, quels vont être vos enjeux et vos ambitions pour 2022 et que peut-on se souhaiter de manière commune pour cette prochaine année ?
Alors, chez Artefact, on a des grands enjeux de croissance sur les prochaines années, les prochains mois. Ça nous fait un point commun. Ça fait un point commun, en effet, c'est le premier point. Je dirais que surtout sur la partie média pure, ensemble, je pense que, et c'est aussi l'objet aujourd'hui de cette session, c'est pouvoir pousser un peu plus loin que du branding. On a une très bonne relation sur la partie branding avec beaucoup de cas ensemble. On a envie d'aller un peu plus loin, notamment sur des perspectives plus performantes et sur du social commerce. On va le voir aussi plus tard. Donc, pouvoir accompagner aussi nos annonceurs sur cette partie plus performance et un peu plus bas dans le funnel. Travailler, je pense qu'on a des points communs à se retrouver en fait, entre une vision très performance et une vision branding. Je pense qu'il y a un point vraiment commun qu'on peut arriver à craquer ensemble. Le sujet qui va se poser aussi pour nous, c'est comment on arrive à accompagner correctement aussi sur une plateforme comme TikTok. Je parlais de la créativité, mais comment on va travailler sur du planning de ces campagnes. Ça peut impliquer des planners strat chez nous aussi. La partie créative, évidemment, qui va être de plus en plus importante pour émerger sur cette plateforme qui connaît un franc succès. Et sur 2022, notre axe de développement sur le média va être de continuer bien sûr à travailler des campagnes médias, toujours tester des nouvelles choses avec vous aussi, et travailler de plus en plus sur de l'accompagnement stratégique, de positionnement justement de marques sur ces nouveaux écosystèmes. Et je ne pourrais pas conclure sans parler des enjeux sur la mesure, qui sont vraiment des enjeux qui sont très prégnants chez nous et chez tous les annonceurs, justement comment on va réussir à travailler sur différentes plateformes et s'assurer qu'on mesure correctement les touchpoints et les performances médias et s'assurer qu'on a des indicateurs performants et pertinents pour nos annonceurs. Merci. On va être un peu provoque et employer un mot qui est un gros mot, la plateformisation. Je voulais avoir ta vision et celle du groupe Artefact justement sur ce phénomène. Est-ce une opportunité, potentiellement une menace? Ça fait peur à certains annonceurs. Je voulais que tu nous partages ton point de vue. Alors oui, on a beaucoup de regroupements, de plateformisation, de mouvements qui se passent sur le marché. Je pense que si on regarde rétrospectivement, c'est quand même des changements qui arrivent de plus en plus forts, mais des changements, c'est un marché qui évolue tout le temps. Donc on va tenter de, en tout cas, répondre correctement à ces problématiques-là. Nous, aujourd'hui, notre positionnement chez Artefact, c'est vraiment de pouvoir tester des nouvelles choses, avoir une complémentarité. Notre positionnement fort sur la transparence, notamment de travailler avec tous les partenaires qui existent aussi, sans considération aucune derrière. Voilà, on répond à cet enjeu assez facilement en se disant qu'il y a une complémentarité, il y a une place pour tout le monde justement sur ce marché, de travailler la complémentarité entre les réseaux sociaux, mais aussi au global sur les plateformes médias qui peuvent être là. L'enjeu, bien sûr, je le relie bien sûr aussi à la mesure. Il va y avoir un vrai enjeu aussi de mesurer sur ces différentes plateformes et de ne pas se concentrer sur une seule plateforme, nos investissements publicitaires par exemple. Donc pour nous, c'est vraiment une réponse de complémentarité dans nos stratégies et nos plans médias et aller chercher aussi les bonnes audiences sur les bonnes plateformes là où elles sont. Et comme tu le disais en intro, justement, il y a un vrai enjeu sur TikTok d'aller chercher une audience spécifique sur cette plateforme. Tu en parlais, c'est vrai que les sujets prégnants comme la mesure, l'efficacité, voire par extension la privacy sont des sujets forts. La data est également l'un de vos cœurs de métier. iOS 14.5 aujourd'hui, 7 mois après, quel bilan, quelle première conclusion vous en tirez au niveau Artefact? Alors, des gros challenges en réalité chez tout le monde. Aujourd'hui, ça dépend vraiment de chaque annonceur sur sa spécificité et son mix entre son business model sur la partie app, mobile, web. C'est des vrais sujets de mesure qu'on a au fond, pas uniquement sur iOS, on a des sujets aussi bien sûr cookie-less. La réponse est surtout de pouvoir adapter nos stratégies médias en fonction, d'évoluer, de tester. Le sujet, c'est aussi de pouvoir accompagner nos annonceurs pour s'équiper en termes de mesures et de stack outils et d'aller chercher d'autres indicateurs, peut-être réfléchir aux KPI et aux frameworks qu'on va aller chercher en termes de mesures. L'une des solutions aussi, c'est de réfléchir peut-être aussi en item de marque, travailler sur des BLS par exemple, travailler sur d'autres indicateurs parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de données qui ont disparu par moment, essayer de trouver des moyens de remonter ces données et d'aller chercher des items pour mesurer justement la performance de nos campagnes. Donc c'est un gros challenge. On est équipé chez Artefact sur la partie data notamment, donc on peut vraiment accompagner sur ces sujets. Aujourd'hui, au bout de 7 mois, c'est très compliqué de dire qu'on a retrouvé 100% de notre trafic. Clairement, ce serait mentir de dire cela. Mais les gros sujets aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment on arrive à trouver la bonne solution adéquate en termes de mesures, mais aussi en termes de pilotage et de framework de KPI, aller chercher en amont des campagnes pour mesurer leur succès in fine, au-delà de ces données qu'on va forcément perdre à un moment donné. Merci Natacha pour ta vision.
je suis avec Arnaud, Alice et Sherina, mais je vais vous laisser vous présenter peut-être. Alice. Bonjour à tous, je m'appelle Alice et je suis Social Media Manager chez Deezer. Bonjour, je suis Sherina Khalidi, en charge de l'acquisition chez Deezer. Et donc je suis Arnaud Marot, en charge du Digital Media chez Artefact. Alors, tout le monde connaît Deezer, mais quand même c'est bien de refaire un petit point. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de Deezer et de sa spécificité sur le marché? Oui, alors je vais être effectivement assez succincte parce que je pense que personne n'est vraiment là pour ça, mais en quelques mots, Deezer c'est une plateforme de streaming musical française qui a été créée en 2007, donc qui a été parmi les pionnières des plateformes de streaming, qui est sur le modèle du freemium, qui est une spécificité, un travail en acquisition en particulier, où on a un produit free sur lequel on va encourager nos utilisateurs à passer en abonné payant pour profiter de l'ampleur de ce qu'on peut délivrer. On est leader en France aujourd'hui et on est globalement challenger partout ailleurs. Voilà. Et du coup, vous avez fait une opération et travaillé avec TikTok. Et évidemment, on est réunis pour ça, donc je veux bien que vous nous racontiez un peu la jeunesse de ce projet et comment ça s'est passé, que voilà, vous nous expliquez en quelques mots ce projet avec TikTok. Oui, on s'est lancé sur TikTok en février 2021 parce qu'on voulait toucher une cible à la fois plus jeune et à la fois une cible créative. On a bien conscience que TikTok aujourd'hui est incontournable dans le milieu des plateformes sociales et des réseaux sociaux et on voulait absolument être présent et nous aussi s'exprimer sur cette plateforme pour promouvoir ce qu'on avait à promouvoir. Et pourquoi vous avez choisi spécifiquement le hashtag challenge? Je crois qu'on a un slide là-dessus. Alors sur le hashtag challenge, on l'a choisi pour un lancement au mois d'août. Il faut savoir qu'avant, on avait globalement utilisé toutes les options qui étaient possibles sur TikTok. D'un point de vue acquisition, en tout cas pour nous, TikTok c'est clairement un média stratégique sur lequel on sent qu'on a besoin d'être, évidemment. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre parce que Fabien t'en a très bien parlé tout à l'heure sur le fait que TikTok c'est une plateforme musicale, c'est une plateforme d'entertainment et donc pour nous, il est évident qu'on veut être sur TikTok. Donc on avait testé énormément de formats disponibles. On n'avait pas encore testé le hashtag challenge. On attendait en fait le bon moment, la bonne occasion, la bonne campagne pour investir sur ce dispositif en médias. Et cet été, donc on a évidemment, on avait une grosse campagne qui arrivait, on voulait se positionner en tant que partenaire de l'été en France. Et c'est là qu'on s'est dit que le hashtag challenge, c'était vraiment le bon moment pour le tester, puisque c'est un dispositif qui, très rapidement, est capable d'apporter un maximum de reach. Donc on y est allé en partenariat évidemment avec Alice, enfin en grande collaboration pour monter un dispositif disruptif. On va le voir là, je crois, avec le slide suivant, on aura un petit sneak peek du hashtag challenge. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, au-delà du dispositif en lui-même, de la tonalité, de la créativité, enfin, comment vous avez abordé la question de tonalité, parce qu'il y a 1000 manières d'aborder un hashtag challenge. Alors effectivement, comme l'a dit Sherina, on a profité de cette campagne Summer pour lancer un challenge. On voulait y aller, on voulait tester ça sur notre compte pour Deezer et la campagne Summer était un bon moyen. On a du coup discuté de cette idée avec Artefact et avec TikTok pour trouver le bon angle et la bonne manière de communiquer. On voulait quelque chose de léger, de summer, que tout le monde pouvait refaire hyper facilement. Et en fait, on voulait mettre en avant une de nos covers de playlist summer, avec un son qui évoquait beaucoup l'été et qui a été le son de La Kiffance de Naps, qui a été numéro 1 des tops pendant très très longtemps. On voulait que ça résonne comme une légèreté, comme l'été, comme tout le monde pouvait refaire ce challenge. Et du coup, on a travaillé main dans la main avec TikTok et Artefact pour concevoir le branded effect, pour pouvoir ensuite proposer aux utilisateurs de créer leur challenge.
Et au-delà de l'idée créative en elle-même, comment est-ce que vous avez travaillé pour amplifier ce hashtag challenge? Peut-être Arnaud là-dessus. Je vais pouvoir on va regarder certainement sur la slide suivante, qui sera plus parlante. Donc, une fois qu'on a le concept du hashtag challenge, c'est le point numéro 1, justement, être capable de créer ce branded effect, être capable de poser la bande son. Une fois qu'on a ces éléments-là, il faut qu'on puisse l'amplifier. C'est un moment très important parce que naturellement, un hashtag challenge a très peu de chances de vivre pendant plusieurs semaines et de générer un volume très important auprès des cibles qu'on cherche à toucher. Donc, on a 3 éléments que je vais définir et qui sont complémentaires. Les premiers, c'est aux 2 extrémités. Sur ces slides-là, c'est la Discover Page. On va positionner le hashtag Challenge Deezer, donc le Deezer Playlist Challenge, sur cette page. Cette page, en fait, elle est très utilisée par les utilisateurs de TikTok. Ils s'y connectent, ils vont aller regarder pour voir un petit peu quel est le challenge du moment, est-ce qu'ils ont envie d'y participer, est-ce qu'ils ont envie de créer un contenu et de le poser sur la plateforme. Donc on va s'y faire référencer pendant un certain temps pour être sûr d'être vu auprès des millions de Français qu'on veut atteindre. Le deuxième point, c'est de définir son challenge. Donc justement, c'est la challenge page. On va expliquer très concrètement le principe du challenge pour que tout le monde y joue de la même manière, qu'on respecte quand même les codes de ce challenge-là et qu'il y ait un espèce de concours avec parfois une récompense à la clé. Donc ça, c'est les bases, se faire référencer. Ensuite, on a besoin de créer l'étincelle. Et c'est là où justement la partie payante entre en jeu. Les formats Top View et One Day Max, c'est 2 formats qu'on va acheter en gré à gré. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'achat à l'enchère. On va réserver, on va préempter pendant 24 heures 100% de part de voix en France pour être sûr que 100% des utilisateurs français qui se connectent sur TikTok soient au courant qu'on a ce challenge. Donc pour donner un peu plus de détails, le Top View, c'est un format qui va s'ouvrir un peu comme un interstitiel à l'ouverture de l'application. Impossible de le rater. Donc ça, on le prend pendant 24 heures et on avait de la chance, il y avait Naps justement qui est le rappeur qui chante La Kiffance, qui était la chanson officielle, qui a accepté de prêter son image pour qu'on puisse le mettre en Top View. Donc l'impact était assez énorme. Et le One Day Max, on l'a utilisé 2 jours plus tard, pendant 24 heures une fois de plus. Et ce format-là va être le premier post payant qui apparaîtra dans le flux des utilisateurs, dans le feed des utilisateurs lorsqu'ils se connecteront sur TikTok. Donc ça a donné beaucoup de puissance. Je crois qu'on a touché sur ces 2 journées plus de 14 millions de personnes. C'est important puisque ça donne le point de départ et ça apporte justement le 3e élément, le User Generated Content. Automatiquement, une fois qu'on a ces 14 millions de vues qui sont générées avec un influenceur aussi puissant que Naps et aussi les autres influenceurs dont on va discuter, on va créer énormément de UGC. Les cibles vont commencer à participer, on va avoir des milliers de personnes qui vont le partager à leur communauté et ça va prendre en puissance. Et le dernier point, c'est l'influence. Très importante, au-delà de Naps qui pour le coup a bien participé à ce challenge, on fait aussi appel à des influenceurs et à leur communauté parce qu'ils donnent énormément de puissance, énormément de force au challenge dès son départ. Ben justement, sur les influenceurs, puisqu'on a parlé du concept créatif, du dispositif de médiatisation, mais comment le cœur du réacteur, c'est les influenceurs, comment vous les avez choisis, comment ça s'est passé? Alors, on voulait des influenceurs avec une réelle force de... changer de slide, je crois, non? Ouais, il y en a ça. On voulait du coup des influenceurs avec une vraie force de frappe, donc on a ciblé des influenceurs top tail avec plus d'1 million d'abonnés. On voulait vraiment que le challenge résonne et qu'ils invitent justement leur communauté à faire de même. Donc on a ciblé 5 profils, top profils en France et de plus il y avait un 6e profil parce que comme tu le disais Arnaud, on a eu la chance d'avoir un contenu de Naps qui est considéré aussi comme un influenceur. C'est vrai qu'on travaille dans la musique et nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui et nos meilleurs influenceurs c'est les artistes. Donc il a participé au challenge, il s'est prêté au jeu et il nous a aidé à lancer toute cette force, avec beaucoup de force tout ce challenge. Et au fur et à mesure, et ce pendant une semaine, on a contractualisé du coup 5 influenceurs, 5 profils, avec plus d'1 million d'abonnés comme je le disais, pour pouvoir avoir une force de frappe d'autant plus forte. En fait, on a vraiment casté les influenceurs de par la taille de leur communauté et leur univers créatif. C'est tous des profils qui avaient une appétence pour la musique. Ils étaient tous en vacances et ils postaient tous des vidéos à ce moment-là. Et on s'est dit du coup que ça collait parfaitement avec notre concept. Tu as parlé de force de frappe, donc oui. Il y a une idée d'impact et de résultat. Est-ce que peut-être Arnaud, tu veux nous parler
la manière dont vous avez mesuré et quels sont les résultats de cette collaboration et de cette campagne. Ouais, si on regarde la slide suivante, donc évidemment l'impact est énorme, on ne serait pas là pour en parler sinon. Le premier point sur lequel j'attire votre attention, il est assez clair, c'est pour tout marketeur, agence et annonceur qui se comprend. Vous le voyez tout de suite, on a généré presque plus de 10 fois plus de vues de vidéo que d'impressions. Sur une campagne traditionnelle, une campagne média traditionnelle, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire plus de vues de vidéo que d'impressions. Là, en fait, ce que ça nous montre, c'est l'impact du UGC, l'impact du partage et de l'influence sur cette campagne. Donc, les 26 millions d'impressions, c'est ce qui a été généré par nos formats publicitaires. Les 291 millions de vues de vidéo, c'est tout l'impact, tout ce qu'on a réussi à générer avec juste une étincelle en début de campagne, des influenceurs, des formats payants, et à faire durer du coup ce challenge pendant un mois pour générer autant de vues de vidéo. Il y a un KPI qui est très important quand on parle d'influence, parce qu'on est un peu sur de l'influence et on est sur de l'organique, c'est la Earned Media Value. La Earned Media Value, le concept est assez simple. On va prendre un KPI de base qu'on a généralement sur des campagnes de publicité payante traditionnelle et on va le rapporter au volume qu'on a généré sur notre campagne. Ici, si on rapporte un coût par vue, qui est généralement selon nos benchmarks à peu près 1 ou 2 centimes, à ces 291 millions de vues de vidéo, ça nous rapporte à peu près à 2,7 millions d'euros. Il aurait fallu que Deezer dépense ce budget-là pour atteindre autant de vues de vidéo. On est très très loin d'avoir investi cette somme, bien évidemment. Donc déjà, c'est un premier KPI clé qui nous montre le succès de l'opération. Cela dit, là, quand on parle de vues de vidéo, on est sur un KPI qui peut être passif. On consulte du contenu, on le regarde, on a besoin, nous, pour la suite, et parce que, évidemment, Deezer fait ça pour gagner des parts de marché auprès de cette cible, on a besoin que cet engagement il soit actif. Donc, j'ai un peu vendu la mèche, on parle d'engagement. On a près d'1 million d'engagements sur cette campagne. On fait le même exercice sur la Earned Media Value, c'est généralement 25 centimes en moyenne sur le marché français pour générer un engagement. Pareil, on a quasiment plus de 300 000 euros qui auraient dû être investis pour atteindre ces volumes-là. Donc, on parle beaucoup de budget, mais c'est une très bonne manière de comprendre que ces campagnes-là, oui, elles sont un peu différentes de d'habitude, elles sont un peu plus organiques, il y a de l'influence, elles sont moins maîtrisables, moins programmatiques que d'habitude, mais elles apportent une puissance et un potentiel assez fort. Et je terminerai cette slide-là sur la longévité de ce challenge. Quand on fait une campagne traditionnelle, on démarre sa campagne, on la termine, une fois qu'elle est finie, on n'est plus visible. C'est terminé, on n'a plus d'emplacement, on n'a plus de placement puisqu'on n'investit plus. Là, ce challenge-là, il a continué à tourner naturellement pendant un peu plus d'un mois pour atteindre plus de 500 millions de vues au bout de 2 mois. Donc, même une fois qu'on a terminé, on continue à avoir de la visibilité, c'est un super bon point. Voilà. Si on passe à la slide suivante, on ne s'est pas arrêté uniquement au KPI de performance, on va pouvoir passer à la slide suivante directement. On a fait un brand lift survey. Donc un brand lift survey, en quoi ça consiste? À partir du moment où on fait une campagne d'awareness, slide suivante s'il vous plaît. Quand on fait une campagne d'awareness, on aime bien mesurer les items de marque. Les items de marque, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments de mesure qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir directement dans nos campagnes, qu'on ne peut pas quantifier immédiatement quand on lance une campagne sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du post-test. On va prendre une audience, l'audience qu'on recherche, donc ici par exemple la Gen Z en France, et on va en extraire un groupe qui ne verra jamais les contenus, donc qui ne verront pas les publicités concernant le hashtag challenge de Deezer. C'est volontairement qu'on fait ça parce qu'on veut être capable de savoir, en interrogeant chacun des groupes, ceux qui ont vu la publicité et ceux qui ne l'ont pas vue, on va être capable de savoir quelle est la hausse générée sur les items de marque, comme la mémorisation du message, l'adrecall, ou l'awareness, la mémorisation de Deezer, de la marque et de son contenu. Donc là, les résultats sont positifs, on le voit, on est à plus de 6%, si on passe à la slide suivante, on est à plus de 6% de lift sur l'adrecall et sur l'awareness. C'est des bons KPI. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de benchmark, c'est compliqué d'en avoir, il y a énormément d'industries, c'est très différent. Nous, on est plutôt satisfait déjà lorsque c'est positif. Il faut savoir que ces indicateurs ne sont pas toujours positifs. Généralement, quand on dépasse les 4%, c'est une bonne chose, et on est au-dessus de 6%, donc on est ravis, sachant que c'est une première prise de parole très forte de Deezer, c'est une première campagne d'envergure, puisque les précédentes étaient importantes, mais là, on est quand même sur une échelle qui était beaucoup plus grande. Et l'autre point, c'est l'intention et la recommandation. Alors, on n'a pas fait une erreur en cherchant à mesurer ces indicateurs-là, mais on les a quand même mis parce que c'était une première
très grosses campagnes et on voulait les analyser. On a eu notre réponse. Les campagnes de hashtag challenge, les campagnes de branding ne sont pas faites pour ça. On arrive beaucoup trop tôt sur ces cibles. Pour les travailler, il faut travailler dans le temps. On ne peut pas générer de l'intention d'achat immédiatement la première fois qu'on discute avec une cible. Donc si on passe à la slide suivante, et même encore à la suivante, sur la dernière slide, en fait, on s'est lancé dans le déploiement d'une campagne de performance en réalité. Le hashtag challenge, c'est que le début d'une stratégie plus long-termiste qui va nous permettre de concrétiser ce gain de part de marché auprès de cette cible. Le hashtag challenge a permis d'atteindre énormément de monde. On est sur un réseau qui nous permet de collecter les participants, de collecter les personnes qui ont vu les vidéos du hashtag challenge. Donc on a des volumes de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été collectées sur le compte TikTok de Deezer. Et ces personnes-là, maintenant, on les retouche. On commence à les retoucher avec des formats un peu plus commerciaux, un peu plus pris peut-être, pour générer du trafic, pour générer de l'installation de l'application Deezer et générer de la souscription au service. Voilà. Donc c'est maintenant dans cette période-là, dans ce step-là de la campagne qu'on est. Tu parlais du hashtag challenge comme un début, donc c'est ce que j'ai envie de retenir. Ce n'est qu'un début, donc on se retrouvera très vite. Arnaud, Sherina, Alice, merci beaucoup pour cette discussion. Merci Arnaud de m'avoir rejoint sur scène. Je vais directement attaquer dans le vif du sujet par une première question. Quelles attentes pour toi et quelles opportunités représente TikTok sur le marché pour vos annonceurs et pour vous en tant qu'agence sur 2022 ? Je ne vais pas être très original pour la première opportunité. Elle est assez simple, c'est la Gen Z. Concrètement, cette Gen Z, on peut l'atteindre un peu partout, c'est vrai. Mais c'est un peu difficile toujours de la cibler dans un écrin où on peut coller à ses codes, où on peut avoir beaucoup d'impact. Donc je pense que le premier point, c'est ça, c'est la Gen Z. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on l'a vu ces 3 dernières années, depuis qu'on travaille avec TikTok, on réussit à l'atteindre très haut dans le funnel, très tôt. On arrive à faire passer les messages de marque de nos annonceurs, ce qui est quand même assez puissant. Surtout que très souvent, sur les autres inventaires, alors il y a beaucoup d'inventaires, je ne vais pas tous les passer en revue, mais sur certains inventaires, on arrive peut-être un peu trop tard. On se retrouve sur des inventaires qui sont trop concurrentiels, donc beaucoup plus onéreux. En comparaison, TikTok est quand même assez rentable quand on cherche à atteindre cette cible. Donc je pense que la première opportunité, elle est là-dessus, elle est sur la Gen Z. La capacité d'aller séduire cette cible-là pour des annonceurs qui sont soit en quête de rajeunissement, de marque, ce qui est quand même assez fréquent et normal, et d'autres pour lesquels cette génération est leur cœur de marché. D'accord. Tu viens de parler des inventaires. À propos justement de l'inventaire des produits TikTok, est-ce que tu as des premiers retours à nous partager ? Je pense qu'il y a une autre opportunité, mais qui fait partie de cet inventaire, c'est la Creators Marketplace, qui est un produit extrêmement puissant. On en a un petit peu parlé, il y a le format Mission que tu viens d'introduire. La Creators Marketplace, pour l'expliquer un peu à tout le monde, nous on s'en sert beaucoup, c'est une plateforme intégrée dans TikTok qui nous permet de se mettre en relation avec des influenceurs, avec des créateurs assez facilement, de les briefer, de les mettre en relation en fait avec nos marques pour qu'ils postent du contenu pour nous. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte au fil des 3 ans où on a travaillé avec vous que les performances sont systématiquement meilleure quand on passe par un créateur, par un prescripteur, parce que cette nouvelle génération, elle est très sensible, très réceptive au contenu des influenceurs. On a systématiquement des résultats records. Aujourd'hui, on a plusieurs de nos annonceurs qui ont des campagnes all year long, donc vraiment à l'année, en non-stop, qui sont 100% sur du contenu d'influenceurs. Donc cette Creators Marketplace, elle est indispensable parce qu'elle facilite le travail et elle permet aux marques très facilement de créer du contenu qui va coller avec les codes de la plateforme. Aujourd'hui, certaines marques ont encore du mal à s'adapter à la plateforme, ce qui est normal, c'est une plateforme quand même encore nouvelle. Donc la Creators Marketplace est assez importante. Ensuite, au niveau du mix de produits que vous avez, il y a une opportunité qui est intéressante, c'est la présence d'un achat en gré à gré. On en a parlé tout à l'heure, il y a le format Top View
Alors le format One Day Max, où malheureusement on l'a vu, il va disparaître, il ne sera plus vraiment gré à gré, donc ça contredit un peu ce que je suis en train de dire. Mais concrètement, c'est important d'avoir ce mix. Vos concurrents, une grande majorité de vos concurrents ont abandonné ces formats-là quelques années après leur lancement sur les plateformes publicitaires. Et c'est dommage parce que les formats sociaux sont impactants, mais par moment on a besoin d'avoir énormément d'impact sur un temps court. Je donne un exemple concret, on gère actuellement des campagnes pour le Black Friday. Si je suis un grand retailer, peut-être que je vais être intéressé par un One Day Max ou un Top View pour préempter pendant 24 heures cette cible à l'abord d'un Black Friday. On peut le faire avec vous, on peut difficilement le faire avec d'autres. Il n'y a pas ces formats-là. Donc c'est important, sachant qu'en plus ces formats sont mixés avec des formats à l'enchère qui peu à peu se rapprochent de plus en plus du social commerce, du bas de funnel, qui est justement une attente qu'on avait. C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on travaille avec vous. Les principales attentes qu'on avait, ce n'était pas forcément le haut de funnel où vous êtes très fort depuis le début. Concrètement, on a commencé là-dessus. Vos formats sont faits à la base pour faire de la vue de vidéo, de l'engagement et du reach. Mais sur le bas de funnel, on manquait un peu de formats. Aujourd'hui, c'est le cas. On a pu les tester en fin d'année dernière. On va les tester très fortement en cette fin d'année, évidemment, et on les teste déjà. Donc ça, c'est un bon point. Ça répond à une attente qu'on avait de pouvoir convertir nos cibles et de faire, comme on l'a présenté sur Deezer tout à l'heure, ce travail de séduction progressif qui se fait naturellement comme une discussion, en fait. Et voilà, c'est à ça que servent les réseaux sociaux, c'est à ça que sert TikTok pour les marques. Merci Arnaud. Je te rejoins sur le parti One Day Max. Ça ne contredit pas vraiment ce que tu disais. Rassure-toi, parce qu'on aura toujours le format Top View à disposition et la méthode d'achat Reach et Frequency se rapproche sur du garanti, finalement, quand on reprend tous les codes de cette méthode d'achat sur lequel sera disponible la position du One Day Max. Si on se projette, pour toi, 2022, quels sont les grands enjeux qui nous attendent? Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision là-dessus? Ouais, le premier est négatif. C'est un peu paradoxal, mais c'est un gros enjeu de 2022. Je pense qu'on en a un petit peu parlé durant cette présentation, c'est la mesure. C'est crucial. On est 2020, 2021 et restera une année charnière. L'année où Apple a très brutalement mis en place iOS 14.5. Très brutalement parce qu'il a été annoncé en quelques mois. Il y a eu très peu de préparation technique et très peu de temps pour se préparer. Ça a été assez puissant parce que côté réseaux sociaux, pour des réseaux qui sont 100% ou à 90% mobiles pour certains, la coupure d'iOS 14 est quand même assez brutale, ça fait mal. L'autre point, c'est les restrictions, le consentement. On perd énormément de signaux, donc la première tendance, elle est négative, c'est de se préparer à ces pertes de signaux. On est déjà en train de le faire en ce moment avec nos annonceurs. Il faut le faire parce qu'on en parle maintenant, c'est quelque chose qui est problématique, mais ça va en grandissant. En 2023, ce sera Chrome. Quand Chrome va restreindre les cookies, ce sera une autre histoire. Là, ça va être très compliqué. Donc, ça, c'est la première grosse tendance. Et la seconde, on en a parlé, et évidemment, c'est normal que ça transpire aujourd'hui dans cette présentation, c'est le social commerce. Le social commerce, on en a toujours fait. J'ai l'impression que c'est devenu un peu un buzzword, mais ça fait 5-6 ans que tous les annonceurs en font. Faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour générer du business, pour générer des ventes. Si on prend cette définition-là, on en a toujours fait. Je crois que c'est un peu plus de 90% des sites marchands qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui font de l'achat payant, de l'achat publicitaire. Donc ça a toujours existé. Ce qui est vrai, et c'est pour ça que c'est une grosse tendance désormais, c'est que la crise sanitaire a énormément augmenté l'intérêt pour les réseaux sociaux, pour l'achat en ligne, et tout ça cumulé, ça a créé de nouveaux canaux. Quand je dis nouveaux canaux, c'est des nouvelles méthodes de communication que sont le live shopping, que sont les e-shops, donc le fait d'intégrer son site marchand directement dans les plateformes, dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une tendance très forte. C'est certain qu'en 2022, on en parlera énormément et il faudra s'outiller, s'équiper pour pouvoir suivre cette tendance. Mais il ne faut pas oublier qu'on essaye d'aller très vite, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire, se préparer côté annonceur. Aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, on a des engagements à générer du trafic sur le site, on a des engagements à générer de la first party data, du lead. Qu'est-ce qui se passera demain quand tout se passera intra-réseau? Quand la donnée sera captive sur les réseaux sociaux, comment on va faire pour l'attribuer, pour mesurer la contribution? Il y a énormément de questions qu'on doit encore se poser, donc c'est une grande tendance, mais on n'y est pas encore prêt selon moi. Et donc est-ce que pour toi le marché est prêt à prendre ce virage? C'est justement ça,